Dans cet épisode, nous allons présenter ce que l'on appelle l'effet cigogne. Cet effet consiste à confondre une corrélation avec un lien de causalité. Tomber dans cette confusion peut nous amener à faire de mauvaises déductions, prendre de mauvaises décisions ou générer un certain nombre de préjugés ou d'idées reçues. Commençons par expliquer ce qu'est une corrélation. Il faut tout d'abord considérer deux grandeurs, n'importe lesquelles, le prix du kilo de cerise, la taille des Français, le montant moyen des impôts, ce qu'on veut. Je les ai appelés ici grandeur A et grandeur B. On va dire qu'il y a une corrélation entre les deux grandeurs étudiées quand elles varient en même temps et dans le même sens, comme on le voit sur le graphique. Ce sont donc les variations identiques de deux grandeurs que l'on appelle une corrélation. Cette corrélation peut être présentée différemment sur un autre type de graphique, mais c'est toujours une corrélation. On voit ici que si la grandeur B augmente, la grandeur A augmente aussi, et inversement. Pour ces corrélations, on peut définir ce qu'on appelle un coefficient de corrélation. C'est un nombre qui va pouvoir varier entre -1 et 1. S'il vaut 1, ça veut dire que la corrélation est très bonne. S'il vaut 0, ou environ 0, hein, c'est une valeur faible, ça veut dire qu'il n'y a pas ou très peu de corrélation entre les deux grandeurs étudiées. Et si jamais il vaut -1, c'est qu'il y a, ou très proche de -1, c'est qu'il y a une corrélation inverse. Ça veut juste dire que si l'une des grandeurs augmente, l'autre diminue, et inversement. Parmi toutes les corrélations qui existent, on va en distinguer plusieurs types. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle les liens de causalité. On a un lien de causalité si la grandeur A est la cause de la grandeur B. Alors, on va prendre un exemple. La masse indiquée par une balance et le nombre d'objets posés dessus. Si j'ajoute des objets sur la balance, on observe que la masse augmente. On le voit aussi sur le graphique. Quand le nombre d'objets augmente, ici il passe de 1 à 3, la masse est passée de 10 à 30. Plus il y a d'objets, plus la masse est grande. Et inversement, si j'enlève des objets, la masse indiquée par la balance va diminuer. Et ainsi de suite, avec toutes les opérations que je peux faire. Donc si on regarde les variations de ces deux grandeurs, la masse indiquée par la balance et le nombre d'objets posés dessus, on observe un lien de corrélation. Quand l'une augmente, l'autre augmente, quand l'une diminue, l'autre diminue aussi. Mais ici, on a en plus ce qu'on appelle un lien de causalité. C'est-à-dire que c'est le nombre d'objets posés sur la balance qui est la cause de l'indication de celle-ci. Et parfois, il y a corrélation et pas causalité. Il peut y avoir ce que l'on appelle une variable cachée, un facteur de confusion. Alors nous allons voir en quoi ça consiste. Le graphique représenté ici nous montre les variations du nombre de fautes à une dictée en fonction de la taille des pieds. Vous avez à la verticale le nombre de fautes et à l'horizontale la taille des pieds en centimètres. On observe qu'il y a une corrélation entre ces deux grandeurs, même une corrélation inverse. Plus il y a de fautes, plus la taille des pieds est petite, moins il y a de fautes, plus la taille des pieds est grande. Pourtant, ça paraît évident que ce n'est pas le fait d'avoir des petits pieds qui fait faire plus de fautes, ni l'inverse d'ailleurs. Donc il n'y a pas de causalité entre ces deux grandeurs. Cependant, il va exister ce qu'on appelle un facteur de confusion, une variable cachée, un troisième élément qui peut expliquer cette corrélation. Et ce facteur, c'est l'âge. Plus je suis âgé, plus j'ai des grands pieds. Et normalement, plus je suis âgé, et moins je fais de fautes à la dictée. Donc dans ce cas-là, nous avons corrélation, mais pas causalité. Il y a une variable cachée qui agit sur les deux grandeurs étudiées. Je vais vous présenter un autre cas qui illustre l'existence d'une variable cachée, c'est le phénomène de la lune rousse. La lune rousse, c'est une période qui couvre la première lunaison après Pâques, c'est-à-dire la période qui va de la première nouvelle lune après Pâques jusqu'à la seconde. Le nom de ce phénomène ne vient pas de la couleur de la lune, puisque la lune n'est orange qu'à son lever, son coucher ou lors d'une éclipse, mais de la couleur que prennent les jeunes pousses de végétaux lorsqu'elles gèlent. Et il existe une croyance qui dit qu'en période de lune rousse, c'est la lune qui est à l'origine du gel des jeunes pousses. C'est-à-dire que la lune aurait un espèce de pouvoir cryogénique sur
les pousses des végétaux. C'est-à-dire qu'on nous explique que c'est la Lune qui serait la cause du gel, qu'il y a un lien de causalité. Et si on regarde des relevés, on constate bien que lorsque la Lune est visible dans le ciel, les végétaux ont plus tendance à geler. Mais ce n'est pas un lien de causalité. Il y a un facteur de confusion, et ce facteur de confusion, la variable cachée, c'est la couverture nuageuse. Par temps clair, c'est-à-dire absence de nuages, la Lune est visible, et la chaleur du sol, qui a été emmagasinée pendant la journée, se dissipe vers l'espace, et la température du sol baisse, et il peut y avoir gel. S'il y a des nuages, la Lune n'est pas visible, et une partie de la chaleur rayonnée par le sol est renvoyée vers la Terre, par la couverture nuageuse. Et donc la température va moins baisser, moins risque de gel. Donc, malgré ce que l'on peut constater, ce n'est pas la Lune qui cause le gel, mais c'est la présence ou non des nuages qui cachent ou non la Lune et qui conserve ou non la chaleur du sol. La présence des nuages est le facteur de confusion. La situation peut être résumée par le schéma suivant, qui ressemble à celui qu'on a vu sur le lien entre le nombre de fautes à une dictée et la taille des pieds. Enfin, il peut y avoir des corrélations totalement par hasard. C'est la troisième catégorie, c'est-à-dire que si vous prenez plein de grandeurs et que vous les testez leur variation 2 à 2, vous allez trouver parfois des corrélations. Mais alors totalement par hasard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien de causalité, il n'y a pas de variable cachée, c'est uniquement le hasard. Je vous en montre un certain nombre d'exemples qui sont issus du site tylervegan.com. Le premier nous montre la corrélation qu'il y a entre le taux de divorce dans l'État du Maine aux États-Unis et la consommation de margarine par personne. On nous montre un coefficient de corrélation de 0,99, c'est-à-dire qu'il y a une très bonne corrélation entre les deux. Et pourtant, il n'y a a priori aucune causalité entre le taux de divorce et la consommation de margarine. Et trouver une variable cachée va s'avérer compliqué. Autre exemple, les importations américaines de pétrole à partir de la Norvège et les conducteurs tués dans des collisions avec des trains. De la même manière, sur une dizaine d'années, on a un coefficient de corrélation de 0,95. C'est-à-dire que ces deux grandeurs sont très bien corrélées, mais a priori totalement par hasard. Autre exemple, en haut, les piétons tués dans des collisions avec un train reliés aux précipitations. Et on voit un coefficient de corrélation de 0,92, 93 presque. Donc une très bonne corrélation entre les deux, mais a priori aucun lien de causalité. Et le dernier exemple, c'est le nombre de personnes qui se sont tuées en tombant de leur fauteuil roulant par rapport au prix des chips. On voit une très bonne corrélation, coefficient de 0,97, mais a priori aucun lien de causalité et pas de variable cachée entre les deux. Il peut y avoir une corrélation entre deux grandeurs totalement par hasard. Avec ce que nous venons de voir, je pense que vous avez compris que si la seule chose que nous connaissons sur deux grandeurs, c'est qu'elles varient en même temps, on ne peut pas dire que l'une est la cause de l'autre. Il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle l'effet cigogne. Nous venons de voir les corrélations statistiques, c'est-à-dire des variations de données. Il existe aussi des corrélations temporelles, c'est-à-dire que deux événements se produisent toujours l'un après l'autre. Dans ce cas, nous avons souvent tendance, à tort, à penser que le premier est la cause du deuxième. Ça s'appelle l'effet Hatchoum. Pour l'illustrer, imaginons que vous êtes sur votre terrasse à Beyrouth et vous regardez l'incendie qui vient de se déclarer. À un moment donné, le nez vous picote et vous éternuez. Et juste après, une gigantesque explosion. L'effet Hatchoum consiste à dire que c'est parce que vous avez éternué qu'il y a eu l'explosion. En latin, ça se dit post hoc ergo propter hoc, et en français, après cela, donc à cause de cela. Dans le cas présenté, tout le monde s'accordera à dire que c'est peu probable. Mais dans d'autres situations, être victime de l'effet Hatchoum revient à dire que si l'événement A s'est produit, puis l'événement B s'est produit, alors l'événement A a causé l'événement B. C'est-à-dire que par rapport à la situation précédente, j'éternue, il y a une explosion, donc j'ai provoqué l'explosion. On comprend bien que c'est faux, mais ça représente l'effet Hatchoum. Autre situation, si je lâche une boule de pétanque, puis mon voisin se met à hurler, c'est a priori que je lui ai lâché la boule sur le pied. Dans ce cas,
il y a de grandes chances que ce soit vrai. On voit que selon la situation, la déduction n'est pas la même. Autre situation où beaucoup de monde est victime de l'effet Hatchoum, je suis malade et je prends un peu de poudre de perlimpinpin. Chacun peut y mettre le médicament ou la méthode qu'il veut. Puis je vais beaucoup mieux. Si ce sont les seules informations que j'ai, cela ne veut pas dire que la poudre de perlimpinpin m'a soigné. Autre exemple d'actualité, considérons la population en France des moins de 40 ans. Ça fait environ, selon les données de l'INED, 30 millions de personnes. Parmi ces personnes, la quasi-totalité boit un verre d'eau par 24 heures. Or, sur une période d'un mois, parmi ces 30 millions de personnes, 1130 vont décéder. Et chacune de ces personnes aura bu un verre d'eau dans les 24 heures qui précèdent son décès. Est-ce l'eau qui est à l'origine de la mort? Personne ne fera cette conclusion. Alors pourquoi beaucoup ont fait cette conclusion pour les vaccins anti-Covid? Sur environ 40 millions d'injections, les rapports de pharmacovigilance indiquent 760 décès dans la semaine qui a suivi. Si vous avez répondu faux à la situation précédente, vous devez répondre faux à celle-ci. Et c'est la réponse logique. En l'absence d'autres informations, on ne peut pas conclure que les injections ont causé le décès. Le dire serait tomber dans l'effet Hatchoum. L'existence de corrélations statistiques ou temporelles peuvent donc nous amener à exprimer un lien de causalité qui n'existe pas. C'est ce qu'on a vu avec l'effet cigogne et l'effet Hatchoum. Mais encore plus surprenant et embêtant pour notre réflexion, c'est que notre cerveau peut inventer, créer des corrélations là où il n'y en a aucune. Ces corrélations vont s'appeler des corrélations illusoires. Il existe une croyance qui lie les douleurs articulaires au changement de temps. Et pour tenter de vérifier ce lien, trouver une origine si jamais il y a ce lien, une étude a relevé pendant un an les niveaux de douleur revendiqués par des patients. Dans le même temps, on relevait les données météo. Quand les deux séries ont été mises en relation, aucune corrélation n'existait. Et le plus surprenant, c'est que même avec les données, aucun des patients n'a voulu le croire. De la même manière, qui ne s'est pas dit que c'est toujours quand on est pressé que les feux sont au rouge? Ou alors, à la caisse des magasins, c'est toujours la file d'à côté qui va plus vite. Ou encore, beaucoup de sages-femmes pensent et disent qu'il y a plus d'accouchements les soirs de pleine lune, alors qu'aucune statistique n'a jamais montré cela. On pourrait citer encore beaucoup de cas où nous inventons des corrélations. Mais pourquoi notre cerveau invente-t-il ces corrélations? Pour deux raisons principales. La première, nous sommes victimes d'un biais de confirmation lors de nos réflexions. Avant de voir à quoi cela correspond exactement, faisons un petit test, le test de Watson. Vous avez 4 cartes, avec pour chacune une lettre d'un côté et un chiffre de l'autre. Vous avez aussi l'affirmation suivante. Si une carte porte une voyelle d'un côté, alors elle porte un nombre impair de l'autre. Question. Quelle carte doit-on retourner pour vérifier l'affirmation précédente? Et ce, en retournant le moins de cartes possible. Alors si vous voulez réfléchir, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Donc si vous avez répondu la E et la 5, vous êtes comme 80% des gens. Mais la bonne réponse, c'est la carte avec le E et la carte avec le 4. La plupart du temps, quand nous voulons savoir si quelque chose est vrai, ici l'affirmation, nous cherchons des confirmations. C'est pour cela que beaucoup de monde répond la E et la 5. S'il y a un nombre impair derrière le E, l'affirmation est vraie. S'il y a une voyelle derrière le 5, alors l'affirmation est vraie. Mais cette deuxième carte, le 5, ne nous apporte rien de plus que la première. Et comme on doit retourner le moins de cartes possible, ça n'est pas utile. Examinons les deux autres cartes. Retourner le C ne sert à rien. L'affirmation parle des voyelles, pas des consonnes. Retourner le 4, en revanche, est très utile. Car s'il y a une voyelle derrière, l'affirmation est fausse. S'il y a une consonne, alors peu importe. C'est-à-dire que la carte avec le 4 peut montrer que l'affirmation est fausse. Donc la majorité des gens recherchent des confirmations. C'est pour cela qu'elles retournent
la E et la 5. Mais pour réellement savoir si l'affirmation est vraie, il faudrait retourner la E et la 4. Une autre expérience sur ce biais de confirmation a eu lieu avec des infirmières. On leur a présenté 100 cartes qui représentaient des fiches de patients. Sur ces cartes, il y avait des symboles, là les S+, S-, ou M+, M-. Et vous avez la quantité de chaque carte qui est inscrite au-dessus. S+ veut dire que le patient présente des symptômes, S- veut dire que le patient ne présente aucun symptôme, et M+ veut dire que le patient est malade, et M- que le patient n'est pas malade. Il leur a été demandé si, d'après ces fiches, il y avait un lien entre symptômes et maladie. 85% des infirmières ont répondu que oui, et quand on leur demandait pourquoi, c'était à cause des 37 cartes où il y avait le S+ et le M+, c'est-à-dire un patient malade qui présente des symptômes. Mais en fait, en faisant cela, elles n'ont pas pris en compte les 50 autres cartes, c'est-à-dire plus, qui avaient dessus le S+, M- et le S-, M+, c'est-à-dire des patients qui ont des symptômes mais qui ne sont pas malades, et des patients qui n'ont pas de symptômes mais qui sont malades. Et ces cartes-là montrent en fait l'inverse de ce que l'on cherchait, c'est-à-dire de savoir s'il y avait un lien entre symptômes et maladie. Les infirmières ont cherché des confirmations de ce qu'elles voulaient montrer, le S+ et le M+. Si elles avaient cherché à infirmer, c'est-à-dire des preuves du contraire de ce qu'elles voulaient montrer, elles auraient conclu qu'il n'y avait pas de lien entre symptômes et maladie, ce qui est le cas. En résumé, nous allons créer des corrélations illusoires parce que, donc pour une première raison, nous sommes victimes dans nos réflexions de ce qu'on appelle le biais de confirmation. Notre cerveau a tendance à chercher des informations qui confirment ce que l'on veut montrer ou ce que l'on pense déjà. Donc le meilleur moyen de prouver nos croyances ou nos hypothèses, c'est de chercher les preuves du contraire. Même si ça ne paraît pas intuitif, c'est ce qu'il faut faire. Donc l'infirmation de ce que l'on veut montrer est beaucoup plus utile que la confirmation pour prendre des décisions. Donc gardez à l'esprit, quand vous recherchez des informations pour savoir si ce que vous pensez est vrai, que vous pouvez être victime d'un biais de confirmation. Le meilleur moyen de se défendre de ça, c'est d'avoir conscience de son existence. Deuxième élément d'importance qui pousse notre cerveau à avoir des corrélations là où il n'y en a pas est notre mémoire sélective. Si nous avons une croyance quelconque, le phénomène de mémoire sélective va faire que l'on se souviendra mieux des éléments d'information qui la confirment et aussi que ces éléments reviendront plus vite en mémoire. Ce qui fait que même en présence d'une quantité supérieure d'informations qui contredisent la croyance, le fait de chercher à nous rappeler va sélectionner les informations pour aboutir à la création d'une corrélation. La sage-femme qui pense qu'il y a plus d'accouchements les jours de pleine lune ira davantage vérifier le calendrier quand sa journée a été chargée que quand elle ne l'a pas été. Ça, c'est le biais de confirmation qui va lui faire rater toutes les journées peu chargées qui tombent les jours de pleine lune. Mais sa mémoire sélective fera aussi qu'elle se souviendra mieux et plus vite des journées chargées tombant les jours de pleine lune plutôt que les autres. Le meilleur moyen d'échapper à notre mémoire sélective, c'est de noter les informations. De cette manière, certaines informations ne s'effaceront pas. En conclusion, il faut se rappeler qu'une corrélation statistique liée à l'effet cigogne ou temporelle liée à l'effet Hatchum ne montre pas toujours un lien de causalité. Il faut aussi se rappeler qu'une corrélation peut être totalement illusoire, et ceci à cause du biais de confirmation et de la mémoire sélective dont il faut absolument se méfier. J'allais oublier, pourquoi le nom d'effet cigogne quand on confond corrélation et causalité? C'est le professeur Henri Brock qui l'a nommé ainsi, parce que nous avons remarqué que dans l'Est, dans les villes où il y a des cigognes, plus il y a de cigognes, plus il y a de bébés, comme le montre le graphique présenté. Doit-on en conclure que les cigognes apportent les bébés? Non. C'est surtout que plus la population est importante, plus il y a de bébés. Mais aussi que plus la population est importante, plus il y a de possibilités pour les cigognes de nicher sur les toits. Voilà pourquoi confondre corrélation et causalité,
s'appelle l'effet cigogne. Et surtout, n'oubliez pas, l'esprit critique ne s'émousse que s'il n'est pas utilisé. Alors, musclez votre esprit critique.